Alors, avant de commencer, on va faire un petit tour de table pour se présenter. Donc, pour ma part, pour la direction des affaires civiles et du Sceau, Flavie Le Tallec, je suis sous-directrice du droit civil. Je laisse la parole à Vincent Salafa qui va se présenter à son tour. Bonjour à tous en distanciel, je suis effectivement Vincent Salafa, je suis le chef de bureau de la procédure civile générale à la direction des affaires civiles et du Sceau. Bonjour à tous, Pierre Fonrouge, élu du CNB, membre de la commission de texte et membre de ce groupe de travail sur la convention d'instruction simplifiée. Et David Van der Vlist, je suis également membre du CNB, membre de la commission texte et je suis responsable du groupe de travail procédure civile. Alors, pour ce webinaire, nous vous proposons de procéder en 4 temps. On commencera par quelques rappels sur les textes et sur les spécificités de la convention d'instruction simplifiée en appel. Dans un deuxième temps, le CNB vous présentera voilà, quelques propos introductifs et la trame de convention d'instruction simplifiée qui a été élaborée spécifiquement pour l'appel. Dans un troisième temps, la Cour d'appel de Grenoble, qui est juridiction pilote, nous présentera ses réflexions et la manière dont elle aborde la mise en œuvre de ces dispositions. Merci beaucoup à Monsieur le Premier Président d'être connecté. Et dans un dernier temps, nous prendrons quelques questions qui nous parviendront via le chat. Alors, pour commencer, donc, quelques mots sur les textes et les spécificités de cette mise en état conventionnel en appel. Alors, d'abord, pour vous dire que cette mise en état conventionnel simplifiée en appel, elle répond aux mêmes conditions et aux mêmes objectifs que la mise en état conventionnel en première instance. C'est donc de la même manière une nouvelle déclinaison du principe dispositif. L'objectif, c'est d'offrir aux parties la possibilité de se réapproprier la mise en état de leur litige au besoin en aménageant le rythme des communications et des échanges de pièces ainsi que les modalités que les parties vont pouvoir déterminer en commun. De la même manière qu'en première instance, cette instruction conventionnelle simplifiée, elle permet en appel de procéder à l'entière instruction du litige ou bien d'effectuer des actes ponctuels comme une expertise, par exemple. Les possibilités de recours au juge, elles sont comparables, comme on l'avait vu la dernière fois pour ceux qui ont pu assister au troisième webinaire. Les parties peuvent s'adresser au juge saisi du litige, donc conseiller de la mise en état en l'occurrence en particulier, en cas de difficultés relatives à l'instruction conventionnelle. Par exemple, si l'une des parties ne respecte pas la convention, dans ce cas, on peut solliciter le conseiller de la mise en état qui verra s'il peut résoudre la difficulté pour que la convention poursuive son exécution. Les parties peuvent également s'adresser au juge pour statuer sur toute exception de procédure, fin de non-recevoir, incident d'instance, ou pour lui demander d'ordonner une mesure provisoire ou conservatoire, même si on est donc en cours d'exécution de la convention, puisque le juge, enfin le conseiller de la mise en état, pour prendre ce cas de figure, reste saisi du dossier. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir articuler simplement l'exécution de la convention et le recours au juge. Donc ça, c'est la même chose en appel et en première instance. Donc, soit l'intervention du juge permet effectivement de résoudre la difficulté et la convention peut reprendre son cours, soit l'intervention du juge ne permet pas de résoudre la difficulté et le juge peut reprendre la main sur l'instruction. Et dans ce cas-là, l'instruction se poursuit par voie judiciaire, donc par le conseiller de la mise en état lorsque il y a un conseiller de la mise en état. Cette convention, elle présente en appel les mêmes avantages qu'en première instance, plus 1. Alors, mêmes avantages qu'en première instance, c'est l'audiencement prioritaire qui en appel peut réellement être un enjeu très concret. Le deuxième avantage commun avec la première instance, c'est l'interruption du délai de péremption de l'instance. Et l'avantage spécifique, c'est l'interruption des délais magendie. Alors, je vais détailler un peu ce point-là parce que c'est vraiment la spécificité de l'instruction conventionnelle simplifiée en appel. Comme vous le savez, les procédures d'appel, notamment les procédures écrites avec représentation obligatoire, elles reposent sur cette mise en état qui est rythmée par des délais imposés par le Code de procédure civile et leur non-respect est rigoureusement sanctionné.
Alors, la rigueur de ces délais et des sanctions attachées a fait l'objet depuis leur création, de critiques récurrentes, mais ces délais ont été maintenus au terme du dernier décret de réforme de la procédure d'appel de décembre 23, qui est entré en vigueur en septembre 24. Alors, on a maintenu donc ces délais Magendie, mais la possibilité qui est désormais offerte aux parties de conclure une convention de mise en état simplifiée, à notre sens, c'est quand même une évolution qui répond à certaines des préoccupations exprimées justement sur la rigueur de ces délais et des sanctions attachées. Et cette convention d'instruction simplifiée, elle peut permettre de desserrer ces délais, même si l'objectif demeure que ces délais restent maîtrisés. L'idée n'a pas été de pouvoir, via cette convention de mise en état simplifiée, allonger considérablement les procédures. Mais ça peut permettre de détendre ces délais, la rigueur qui est attachée. Cette convention de mise en état simplifiée, elle peut, et c'est une précision importante quant au champ d'application du dispositif, elle peut être conclue quelle que soit la procédure applicable devant la Cour. Donc, dans les procédures avec représentation obligatoire et dans les procédures sans représentation obligatoire. Et s'agissant des procédures ordinaires, elle peut être mise en œuvre dans les procédures avec mise en état ou dans les procédures à bref délai. Donc ça, c'est bien à avoir bien en tête. Le champ d'application, il est large. Ça couvre toutes les procédures applicables devant la Cour d'appel. Un point d'attention toutefois concernant les procédures à bref délai. Certes, c'est applicable, mais la procédure à bref délai, c'est une procédure d'urgence. Vous le savez, il y a deux cas de figure, procédure bref délai de droit et puis procédure à bref délai que le juge oriente vers le bref délai. Alors, si dans les hypothèses où la procédure à bref délai est de droit, si les délais prévus par la Convention sont beaucoup plus longs que ceux prévus par la loi, ça pourrait être un cas de figure dans lequel le juge pourrait être incité à reprendre la main sur l'instruction de l'affaire, parce qu'il peut y avoir un paradoxe entre le fait que la loi prévoit une procédure à bref délai, dans certains cas précisément énumérés, et ensuite de finalement venir contredire cette volonté législative en prévoyant des délais très longs. Il y a une sorte de paradoxe, donc ça pourrait être un cas de figure selon la situation de l'espèce dans lequel le conseiller de la mise en état décide de reprendre la main ou le président de la Chambre décide de reprendre la main sur l'instruction. Dans les hypothèses où les parties auraient sollicité l'orientation de la procédure à bref délai en raison de l'urgence, il pourrait de la même manière être contradictoire de prévoir un calendrier de mise en état beaucoup plus long que celui prévu par la loi. Donc voilà, il n'y a pas de règle fixe, mais on préfère attirer l'attention parce que sur le bref délai, il peut y avoir des cas de figure où en fait, on va avoir une reprise de l'instruction judiciaire parce que le calendrier prévu est considéré comme trop long. Point suivant, donc sur l'interruption en elle-même des délais Magendie. Je vous l'ai dit, c'est une spécificité liée à la procédure d'appel. Donc, c'est que cette convention de mise en état simplifiée, elle interrompt les délais pour conclure et pour former appel incident. C'est quelque chose qu'on a expressément prévu à l'article 915-3, deuxièmement du Code de procédure civile. Alors, cette interruption, à partir de quand elle produit effet et jusque quand? C'est le point central. Alors, s'agissant de la date d'effet de cette interruption, le texte est clair, elle ne commence à s'appliquer qu'à partir du moment où il est justifié auprès de la juridiction de la conclusion de la convention. Donc, l'interruption, elle ne commence pas à partir de la conclusion de la convention en elle-même, mais à partir du moment où on en justifie auprès de la juridiction. Donc, c'est un point qui est majeur et il faut que effectivement les avocats soient bien cela en tête. C'est vraiment un point de vigilance à avoir. Il est essentiel d'aviser la juridiction le plus rapidement possible de la conclusion de la convention et d'en justifier auprès de la juridiction, puisque c'est vraiment cette justification, cette information qui va acter le point de départ de l'interruption. Bien évidemment, cette interruption, elle ne vaut que pour les délais qui n'ont pas déjà expiré au moment où il est justifié de la conclusion de la convention de mise en état. Par exemple, si au moment où il est justifié de la conclusion de la convention, le délai octroyé à l'appelant pour conclure a déjà expiré, l'expiration de
la reprise de l'instruction ou l'expiration de la convention n'aura pas pour effet de rouvrir un nouveau délai pour conclure à la plan. Donc évidemment, il faut que les délais Magendie n'aient pas expiré au moment où on justifie de la conclusion de la convention de mise en état. S'agissant de la durée de cette interruption, elle dure jusqu'à la survenance de l'avis donné aux avocats matérialisant la reprise de l'instruction judiciaire. Voilà. Donc c'est le terme qui est fixé par les dispositions. Cet avis, il peut être donné par l'envoi d'un avis adressé par RPVA. Les magistrats chargés de la mise en état devront en particulier être très attentifs à l'issue du délai prévu par la Convention. Et dans l'hypothèse où la Convention n'a pas permis de mettre en état le litige, nous les incitons à matérialiser la reprise de l'instruction judiciaire le plus rapidement possible. Et c'est cet acte qui matérialise la reprise de l'instruction judiciaire qui va refaire courir, qui va faire courir à nouveau les délais Magendie. Ce sera donc la fin de l'interruption. Les avocats également devront se montrer vigilants en consultant régulièrement la messagerie RPVA si c'est ce mode de communication des avis de reprise qui est privilégié par la juridiction. À compter de cet avis, un nouveau délai va donc recommencer à courir. Dernier point d'attention, à l'issue de la convention, les parties devront remettre leurs conclusions à la Cour. Ces conclusions, elles doivent obéir au formalisme prescrit pour les conclusions en appel, en application de l'article 954 du Code de procédure civile. Une fois ces conclusions remises, de deux choses l'une, soit l'affaire est en état, et dans ce cas, ça peut permettre donc le prononcé d'une clôture et le renvoi à une audience de plaidoirie, soit l'affaire n'est pas en état, et le magistrat en charge de la mise en état, s'il n'a pas été informé plus précocement d'une difficulté dans la mise en état conventionnelle, c'est précisément à ce moment-là, quand il aura les conclusions, qu'il va pouvoir déterminer que la convention n'a pas permis de mettre en état le litige et qu'il va pouvoir reprendre la main et poursuivre judiciairement l'instruction. Dans ce cas-là, les délais Magendie, on l'a dit juste avant, sont de nouveau applicables. Dans tous les cas, et j'en terminerai par là, même au cours de l'exécution de la convention, le magistrat peut même d'office décider d'instruire l'affaire judiciairement s'il estime que la convention ou sa mise en œuvre ne préserve pas suffisamment les principes directeurs du procès ou le droit au procès équitable, ou encore qu'elle ne permet pas de mettre l'affaire en état d'être jugée. Cette décision, c'est une mesure d'administration judiciaire qui est donc insusceptible de recours. Donc, voilà pour les éléments liminaires de cadrage qu'on voulait vous préciser. On sera bien évidemment à disposition pour répondre aux questions si on a des questions plus précises qui sont posées via le chat. Et je passe la parole donc aux représentants du Conseil national des barreaux qui vont notamment pouvoir vous présenter la trame d'instruction conventionnelle simplifiée prévue pour l'appel. Oui, donc merci pour ces mots d'introduction. Donc de notre côté, on va vous présenter le modèle de trame qui a été élaboré par le CNB. Je vois juste dans le chat, il y a un certain nombre de propos qui disent attention, c'est très rapide, etc. Pas d'inquiétude. Là, on a fait donc les 4 webinaires. On est sur le dernier webinaire. Tous les webinaires enregistrés vous seront réenvoyés. Comme ça, si vous voulez les revisionner, il n'y aura pas de souci, vous pourrez le faire. Et par ailleurs, tous les modèles vous seront aussi réenvoyés. Donc là-dessus, vous aurez accès à absolument tout après ce webinaire. Par ailleurs, là aussi, vous verrez dans le modèle qu'on va vous présenter, c'est exactement les mêmes observations qu'on a eues sur les précédents webinaires. On a décidé dans un premier temps de vous proposer des modèles qui sont très simples, sachant que dans le cadre d'une instruction conventionnelle simplifiée, on peut faire énormément de choses. Je vous les mentionne juste là pour que vous les ayez à l'esprit. On peut déterminer, circonscrire le litige, donc en circonscrivant à certaines questions de droit et pas à d'autres. On peut organiser les modalités de communication, les délais pour organiser notre calendrier de procédure. Et ça, c'est le modèle qu'on va vous présenter, puisque dans un premier temps, on a décidé de ne pas vous proposer un modèle avec 350 options qui ferait 15 pages pour rester sur quelque chose de simple et efficace qu'on pourra après améliorer, raffiner. On peut prévoir le recours à un technicien. Ça, c'était la séance qu'on a eue il y a pas le précédent webinaire, mais le deuxième webinaire. On vous a tout détaillé en vous invitant à, le cas échéant,
à convenir une convention à part qui serait annexée avec la difficulté par rapport à l'intervention du tiers. Mais tout ça, je vous renvoie aux observations qu'on avait faites. Mais on peut aussi, et ça c'était une question qui était posée la dernière fois, organiser l'audition des parties ou des témoins et pareil, les signer et communiquer ça, tout ça dans le dossier. Donc on a beaucoup d'options. Pour autant, c'est ce que je vous disais, on va vous présenter un modèle qui est simple, qui se limite essentiellement à l'organisation des modalités d'échange et du calendrier, sachant que en parallèle, vous avez, qui vous sera envoyé le modèle pour le recours aux techniciens, et la commission numérique, là, à l'heure actuelle, est en train de travailler pour qu'on puisse avoir un outil où on pourra, du coup, générer, vous choisissez d'options et ça vous générera un projet de document, ce qui permettra, du coup, d'avoir plus d'options sans que vous vous forcer à lire un document de 20 pages. Donc, voilà, c'est pour un peu vous dire, donc là, on a une première version, et puis bien évidemment, en fonction des retours et des idées qu'auront les avocats à droite et à gauche, on pourra améliorer les modèles par la suite. Donc, sans plus tarder, on va vous présenter du coup le modèle de convention à hauteur d'appel. Donc, on va, avec Pierre, du coup, faire des allers-retours en échangeant, en intervenant chacun sur certains des points. Voilà, donc je passe la parole à Pierre. Merci David. Effectivement, nous sommes partis de ce modèle qui va être, je pense, à l'écran. Ce modèle, nous sommes partis du modèle tribunal judiciaire. L'idée, c'est toujours effectivement de rester simple. Ce modèle, pourquoi nous sommes partis du tribunal judiciaire? Puisqu'il y a exactement les mêmes textes qui s'appliquent devant la Cour d'appel. Le seul texte spécifique, c'est l'article 915-3 qui prévoit l'interruption des délais. Donc, vous verrez, donc, il y a une reprise et pas beaucoup de changements, sauf sur ces questions spécifiques relatives à la procédure d'appel, notamment à l'interruption des délais. Mais on va quand même dérouler ce modèle que vous pouvez tout à fait modifier, adapter, et toujours l'idée de rester simple. Donc, sur la question des sous-signés, des parties à cette convention, nous avons insisté sur le fait que il peut y avoir dans les procédures, que ce soit en première instance ou en appel, il peut y avoir des plaidants et des postulants. Alors, l'intervention, nous avons souhaité attirer l'attention sur le fait que le postulant doit également être présent. Pourquoi? Puisqu'il est là pour informer la juridiction de cette signature et de l'existence de cette convention, notamment pour interrompre les délais. Mais celui qui est à l'œuvre dans cette convention, c'est celui qui est maître de l'affaire, c'est l'avocat plaidant. Donc l'intérêt, c'est que les deux travaillent ensemble et que ce travail soit réparti entre l'organisation de l'échange de la mise en état et l'information de la juridiction, d'où cette petite alerte sur la différence entre avocat plaidant et avocat postulant. Nous avons repris également un préalable sur l'objet de cette convention pour instruire le dossier, délimiter le litige, donc avec un petit, forcément, de dire quelle procédure cela la concerne, quel est l'objectif, quels sont les échanges, les mises en état qui sont possibles. Et nous avons aussi souhaité attirer l'attention sur une hypothèse. Il peut y avoir, en cours de mise en état conventionnelle, il peut arriver qu'il y ait un changement d'avocat. Alors, la convention est signée entre les parties par l'avocat qui représente les parties, donc il engage son client, mais pour que cette convention puisse réussir et qu'il n'y ait pas de difficulté, nous avons prévu que l'avocat, s'il y a un changement d'avocat, le nouvel avocat donne son accord en cas de changement d'avocat. Je pense que c'est le bon esprit pour qu'il n'y ait pas de difficulté, qu'il n'y ait pas d'achoppement et qu'on ne revienne pas tout de suite devant le juge en disant qu'il y a une difficulté. L'article 129.2, c'est le fait d'informer le juge saisi de l'existence de cette convention. Donc là, il y a pas de difficulté. On va aborder les articles en eux-mêmes. L'objet de la convention, alors là, vous voyez le changement par rapport à la convention du tribunal judiciaire. Là, on est en appel, on part d'un jugement qui a été rendu. Donc, l'objectif, c'est de mettre en état conventionnellement le litige. Et le litige porte sur l'annulation ou la réformation de la décision rendue par telle juridiction. Après, l'article 2, c'est l'organisation de ces échanges, l'organisation des conclusions. Et là, il faut que nous, avocats, nous soyons vraiment
à l'œuvre dans cette partie-là. C'est notre partie un peu de liberté dans cet article. Il peut y avoir notamment, et moi j'ai ça là en tête, une partie de réflexion. Moi j'ai une convention que j'ai en tête, que je voudrais conclure, c'est de se dire je suis en appel, j'ai une décision rendue, j'ai notamment un changement d'avocat, et l'idée, c'est peut-être de trouver un accord. Donc, de laisser dans un premier temps peut-être une période de réflexion, et après, de prévoir l'échange des conclusions. Donc, nous avons effectivement repris ce qui était prévu dans la convention au tribunal judiciaire avec un timing, un déroulé, en disant que l'avocat de l'appelant communiquera ses pièces et ses conclusions à telle date, l'intimé à telle date et éventuellement une réplique à telle date. Et comme l'a rappelé Madame Le Tallec, il faut faire attention, si nous avons cette liberté d'échange et de mise en état, les conclusions échangées, elles doivent respecter impérativement le formalisme de l'article 954 du Code de procédure civile, notamment en reprenant les prétentions et moyens, et à défaut, il y a effectivement abandon de ces reprises. Mais je ne vais pas vous rappeler toutes les spécificités de 954 avec voilà, des obligations pour nous avocats qui sont effectivement importantes. Tout en sachant qu'on le redit, tous ces délais ne sont pas nécessairement figés dans le marbre. C'est-à-dire, vous pouvez faire une convention, vous envisagez le calendrier au début, et puis après, d'un commun accord, faire évoluer la convention. Ça, il faut l'avoir à l'esprit. Ensuite, donc la durée de la convention. Donc, on précise à quelle date prend effet la convention. On vous invite à prévoir une durée et un terme. On va y revenir plus tard, mais parce que déjà, ça me semble une bonne pratique pour éviter que les procédures s'enlisent, parce que quand on n'a pas de terme, on sait que parfois, ça tend à prendre beaucoup plus de temps que c'était envisagé, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on ne pourra pas se mettre d'accord ensemble pour dire bah, finalement, on va prolonger parce qu'on a encore des actes à faire, mais ça nous semble une bonne pratique de fixer dès le départ, en fait, une durée prévisible pour qu'on puisse avoir une mise en état qui soit un peu plus efficace. Et par ailleurs, ça nous semble aussi un peu plus protecteur par rapport au délai de péremption, même si on y reviendra plus tard, il y a un débat juridique qui nous anime. Donc, un terme, tout en précisant qu'on peut d'un commun accord le proroger. On rappelle que la convention peut également prendre fin si le magistrat reprend la main qu'on reçoit un avis qui matérialise la reprise de l'instruction judiciaire en cas notamment d'échec de l'instruction conventionnelle. Donc après, on a un petit article qui est sur le recours aux techniciens. Alors, on ne va pas tout redévelopper. Je vous renvoie vers le deuxième webinaire où on avait beaucoup insisté et détaillé tout ce qui se passait avec le recours aux techniciens. Je rappelle juste, donc, si on décide de recourir à un technicien, donc on fait une convention, on prévoit les conditions dans lesquelles il intervient, etc. Et il peut arriver, comme dans toute expertise, qu'à un moment, on se dise, ben, alors, il y a tel tiers, mais peut-être que ce serait intéressant qu'il soit dans la mesure d'instruction, ou peut-être même que le tiers peut spontanément, parce que je sais pas, on est dans le domaine de la construction, il y a un voisin qui peut-être est impliqué ou pas, donc finalement veut se rajouter dans la mesure, il peut se rajouter. Et on s'est dit que dans la mesure où il n'était pas nécessairement parti à la procédure judiciaire, mais que pour autant il pouvait vouloir participer à la mesure de recours aux techniciens, il était plus prudent de prévoir une convention à part qui serait annexée, d'où ce renvoi à l'autre modèle qui a été mis en ligne. J'insiste aussi sur le fait que l'intérêt d'avoir un recours conventionnel aux techniciens, c'est qu'on choisit l'expert, on choisit la façon de ce travail, on peut prévoir des droits et des garanties supplémentaires pour les parties, le rapport du technicien, si toutes les parties sont assistées par un avocat, sont représentées par un avocat, et a la même valeur qu'une expertise judiciaire. Donc c'est vraiment un outil qui peut, dans certains cas, être adapté et précieux. Donc, je descends sur les effets de la convention. Donc, on rappelle dans les effets de la convention qu'il y a quand même un contrôle du juge. En
quand on lui soumet la convention, qui doit veiller à ce que la convention respecte les principes directeurs du procès et du droit au procès équitable. Et dans le cas contraire, il peut décider de poursuivre l'instruction selon la voie classique, donc en basculant sur une instruction judiciaire. Donc ça, il y a un enjeu autour de ça. Donc ça ne veut pas dire que le juge va systématiquement s'immiscer dans le fonctionnement des conventions, mais ça veut dire que le juge a un rôle de garde-fou pour éviter qu'on parte. Je ne sais pas si vous avez, c'est l'exemple qui a été donné tout au début, si on a une procédure qui est très urgente et donc on est sur une procédure accélérée au fond, donc on est sur un appel qui doit être à bref délai, qui doit être très rapide, si le juge estime que la façon dont la mise en état a été conçue par les parties risquerait de porter gravement atteinte aux droits des parties, il peut tout à fait considérer qu'il y a une atteinte au droit au procès équitable ou au principe directeur du procès, et donc il faut prendre la main. Donc il y a un enjeu à ce niveau-là. La convention interrompt les délais. Donc, pour conclure, former un appel incident ou provoqué, on va y revenir juste après. Et cette interruption, elle prend effet lorsque le juge est informé de la conclusion, enfin, lorsqu'elle reçoit transmission de la convention de mise en état, de la convention de mise en état. Et cette interruption cesse à compter de l'avis qui est donné par le greffe. Alors là-dessus, on a un gros point de vigilance, donc on va se répartir un peu les sujets avec Pierre. Donc, et c'est là où il faut faire un petit peu attention, c'est que la convention permet d'interrompre deux délais. Elle permet dans certains cas d'interrompre le délai de péremption et elle permet dans d'autres cas d'interrompre les délais qui sont dits usuellement les délais magendis. Et la particularité, c'est qu'en fait, l'interruption et la fin de l'interruption ne sont pas définies exactement de la même façon. Donc, il va falloir surveiller les deux délais. S'agissant de la péremption, donc on vous alerte, comme on l'avait fait devant le tribunal judiciaire, sur le fait qu'il y a un débat d'interprétation. Et là-dessus, on n'a pas forcément la même lecture que la chancellerie, mais là encore, je le redis, en matière de procédure, il faut faire ceinture et bretelles. C'est-à-dire, on ne prend pas de risque, on ne va pas prendre de risque avec les clients. Donc, le réflexe, c'est d'avoir l'interprétation la plus conservatrice dans votre pratique. Et puis après, vous laisserez quelques casse-coups créer la jurisprudence. Et puis, une fois qu'on aura une jurisprudence consolidée, vous l'appliquerez. Mais ne soyez pas les avocats qui se font des sueurs froides parce que finalement, ils ont une interprétation qui leur semblait bonne, mais qui peut-être fera débat derrière et qui pourrait finalement s'avérer erronée selon la Cour de cassation. Donc, s'agissant de la péremption, le texte est écrit de façon, enfin, à un autre sens, il manque une virgule par rapport à ce que souhaite la chancellerie. Le texte est écrit en disant qu'il y a une interruption lorsque la convention a un terme. Attendez, je reprends peut-être le texte exact, comme ça ce sera plus simple. Donc, c'est 129-3. La conclusion de la convention interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à la survenance du terme fixé par les parties ou jusqu'à l'avis donné aux parties de l'acte matérialisant la reprise de l'instruction judiciaire, à condition que son exécution donne lieu à des actes de nature à faire progresser l'affaire. Donc, il n'y a pas de virgule. Donc, si nous, on s'en tient à la lettre du texte, on considère que le simple fait d'avoir conclu une convention avec un terme interrompt la péremption, mais qu'en revanche, s'il n'y a pas de terme, il faut en plus des actes qui interrompent la péremption. Pour autant, je vous le redis, il y a ce débat d'interprétation. Donc, le but, ce n'est pas de prendre des risques. Donc, le réflexe à prendre, c'est même si on a conclu une convention, il faut considérer que la péremption n'est interrompue que si vous avez fait au moins 2 actes de procédure, puisqu'on parle des actes interruptifs. Donc, là aussi, précaution, prenez le réflexe de faire au moins 2 actes pour pouvoir interrompre la péremption. Et la péremption donc, est interrompue et un nouveau délai commence à courir à compter du terme fixé par les parties ou à défaut de l'avis du greffe qui mentionne la reprise de l'instruction judiciaire. Donc, pour vous redire la bonne pratique, donc vous faites une convention, partez du principe que vous devez nécessairement faire 2 actes interruptifs de péremption pour être sûr que la péremption est interrompue et cette interruption ne vaut que jusqu'au terme, ou s'il n'y a pas de terme, jusqu'au moment où vous avez un avis du greffe qui vous matérialise la reprise de l'instruction judiciaire. Alors, je voulais reprendre la parole sur la question de la péremption pour peut-être rassurer nos confrères. Le délai de péremption est de 2 ans.
donc 2 ans, c'est quand même long. L'objet de la convention simplifiée, c'est de mettre en état le dossier, donc d'échanger des conclusions. Donc à partir du moment, comme l'a dit David, il y a des actes interruptifs, la péremption est interrompue. Et qu'est-ce que ça peut être comme acte interruptif? Ça peut tout à fait être les conclusions échangées entre les parties, entre les avocats, durant l'exécution de cette convention. Donc, si tout se passe bien, il n'y a pas de raison qu'il y ait une cause de péremption dans l'exécution de cette convention. Et voilà, c'est quand même un délai relativement long, mais il peut y avoir des cas, notamment si on se met d'accord d'attendre une décision rendue par une autre juridiction, qu'on n'a pas formalisé ça, qu'on n'a pas demandé le sursis. Donc, c'est là où il faut être prudent quand on a un temps plus long d'attente de telle ou telle chose. Si on n'a pas obtenu une ordonnance de sursis à statuer, c'est là où il faut être vigilant. Donc là, je voulais juste rassurer sur cette péremption pour ne pas se dire le but, c'est quand même de vous convaincre de l'utilité de cette convention et pas de vous faire peur, mais il faut toujours être vigilant sur ces questions de procédure. Autre vigilance, là, c'est la question du délai Magendie. C'est vraiment l'attrait particulier de signer une telle convention en appel, c'est d'échapper au délai Magendie. Effectivement, la profession a toujours essayé d'échapper, de combattre ces délais qui sont au départ issus de la Cour de cassation, qui sont apparus en appel il y a plus de 10 ans, qui ont une nature automatique des délais préfixes qui mettent en jeu notre responsabilité, puisque contrairement à la première instance où on a des injonctions, on est prévenu, là, on n'est pas prévenu de ces délais préfixes. Donc, il faut faire toujours attention. Et l'avantage de cette convention, c'est d'interrompre les délais Magendie. Alors, l'effet interruptif, il faut faire attention, ce n'est pas le fait de se mettre d'accord qui interrompt ces délais Magendie. Il faut impérativement justifier auprès de la juridiction et auprès de la Cour soit de conclusions concordantes, mais moi je ne conseillerais pas des conclusions concordantes, puisque l'intérêt c'est d'une convention, soit de justifier de la signature d'une telle convention qui interrompt le délai de péremption. Et là, il y a 2 cas qui s'ouvrent. Vous avez cette mise en état conventionnelle, donc chose des parties, chose des avocats, où il y aura des échanges ou pas d'échanges. Et malheureusement, si pour une raison ou pour une autre, ou si, comme on l'avait vu, les grands principes ne sont pas respectés, si, alors qu'on est dans le cas d'un droit de visite pour les enfants, on s'aperçoit que les délais sont trop longs et que le juge dit non, là, je dis stop. Attention, là, quand il y a un acte qui matérialise la reprise de l'instruction, cet acte donc, qui émane de la juridiction est le point de départ des délais Magendie. Donc, point de départ, ça veut dire que l'appelant, s'il y a un acte en cas d'échec de la convention simplifiée, ce point de départ, l'appelant, il devra conclure dans son délai requis. On a parlé des délais requis. Si on est dans une procédure avec mise en état classique qui ne relève pas du bref délai, on est à 3 mois. Et à compter de la notification à l'intimé ou aux intimés, les intimés auront, c'est du classique, 3 mois pour répondre. Et là, c'est vraiment la reprise du Magendie. Autre hypothèse, la convention a permis de mettre en état l'affaire. Que se passe-t-il? Et là, on a souhaité, et là on a un petit débat effectivement avec la DACS, autrefois, quand sur la convention de mise en état de procédure participative, la fin de la convention faisait courir les délais, et nous avions souhaité, nous, côté CNB, qu'il y ait, en cas de convention réussie de mise en état, qu'il n'y ait plus de délai. Le texte, on a une peut-être divergence d'interprétation, mais nous souhaitons apporter votre attention là-dessus. Comme il y a un acte, la reprise des délais, c'est à compter de l'acte qui matérialise la reprise de l'instruction. Quand vous avez réussi, quand vous avez informé la juridiction de cette convention réussie, vous pouvez avoir un acte de fixation, vous pouvez avoir un acte, comme le prévoit l'article 129, je ne sais plus lequel, vous pouvez avoir cet acte d'annonce de clôture. On peut considérer que cette annonce de clôture, c'est un acte de reprise d'instruction. Donc, les délais courent. Vous allez me dire, mais on a
échanger les conclusions, il n'y a pas de raison, tout se passe bien. Mais attention, dès que vous avez informé la juridiction de la réussite de votre convention, bah, déposez impérativement, chaque avocat doit impérativement déposer ses conclusions à l'issue de cette information. En même temps, moi, j'informe de la réussite et je dépose mes conclusions et mon confrère dépose ses conclusions. Comme ça, il n'y a pas de difficulté et on ne vous soulèvera pas de difficulté sur ces délais Magendie, puisqu'il peut y avoir un débat sur la reprise de ces délais. Donc oui, là-dessus, là aussi, pas de panique. Je dirais c'est une bonne pratique en fait. C'est dans l'ordre des choses. Vous avez fait votre convention, vous êtes mis en état, tout le monde est d'accord et chacun envoie ses conclusions. Ce qui est juste un peu rude, c'est d'avoir les sanctions du délai Magendie qui s'appliquent à ce moment-là. Donc c'est là-dessus qu'il faut être très vigilant. Mais je dirais c'est un peu dans l'ordre des choses. Vous avez fini votre convention, vous envoyez les conclusions au juge parce que le juge, pendant la mesure elle-même, vous n'avez pas aucune obligation de lui envoyer vos conclusions. C'est un échange entre avocats, on le fait entre nous et c'est derrière, une fois qu'on a fini, on envoie les conclusions au juge de façon à bloquer les délais. Et là encore, pas de panique non plus, parce que vraisemblablement, au cours de ces échanges, l'intimé aura fait ce qu'on appelle l'incident, donc vous aurez conclu en réplique sur l'appel incident. Et là-dessus, on n'a pas d'obligation, dès lors que dans vos premières conclusions, vous répondez aussi à l'appel incident, il y a de la jurisprudence, vous n'avez pas d'obligation de reprendre des conclusions 3 mois ou 2 mois après avoir reçu les conclusions de l'intimé sur lesquelles vous aviez déjà répondu au cours de la mesure. Donc là, je dirais, attention, il ne s'agit pas de paniquer, c'est juste, il faut qu'on soit rigoureux sur le fait qu'à chaque fois, dès la fin de la mesure, on communique nos conclusions au greffe selon les formalités par RPVA, selon les conditions requises. L'issue de la convention, donc on vient de voir, l'issue de la convention, c'est de mettre en état ce dossier. Ah, pardon. Oui. Attends, non, vas-y. Non, non, tu veux le faire? Non, non, non. Ok. Non, non. Et on vous rappelle juste que là aussi, en signant une convention, à la différence de ce qui a pu se passer sur l'ancien temps, sur le précédent modèle de procédure participative de mise en état, le principe, c'est qu'on ne renonce à rien. Donc, vous renoncez pas aux fins de non-recevoir, vos non. Donc, et il y aura toujours la possibilité de saisir le juge d'appui sur des incidents, des exceptions de procédure, des fins de non-recevoir, des mesures conservatoires, des mesures provisoires. Bref, on ne s'interdit rien en concluant cette convention. Il y a toujours ce juge d'appui qui est à disposition. Alors, l'issue de la convention, ça, c'est un article qui a été repris de la convention du tribunal judiciaire. Donc, on l'a déjà évoqué à l'issue de la convention quand l'affaire la convention a permis de mettre en état le dossier. Les avocats informent le juge, déposent leurs conclusions, leurs bordereaux sur les modalités propres à chaque juridiction. Donc, devant la Cour, effectivement, il faut respecter le formalisme 1954. Il faut déposer ses conclusions avec cette vigilance sur la reprise des délais. Et là, normalement, contrairement à la procédure participative de mise en état, normalement, en convention simplifiée, vous n'avez pas d'audience fixée préalablement, mais ça peut arriver. Il y a 15 jours, j'étais à une réunion avec le tribunal judiciaire qui se posait la question, est-ce qu'on fixe préalablement ou pas? Donc, les deux possibilités existent. Vous pouvez avoir d'ores et déjà une audience fixée et donc il n'y aura pas besoin de demander la fixation en espérant qu'elle soit prioritaire. Mais normalement, à l'issue de cette convention, vous aurez une fixation prioritaire et une clôture en fonction du type de procédure, si c'est une procédure avec mise en état, une clôture annoncée qui pourra être prononcée avec. Là, c'est peut-être une possibilité qui peut exister si l'audience est un peu plus lointaine que l'on imagine, peut-être à 2 ou 3 mois. Il peut y avoir, à l'issue de la convention, même si on a mis en état le dossier, il peut y avoir une actualisation, il peut y avoir une évolution. Donc, rien n'empêche les parties de déposer, à l'issue de la convention, des conclusions. On a alerté sur une spécificité et on a mis une petite option. Pourquoi? Petite option avec cette fameuse possibilité de radiation de l'appel pour défaut d'exécution. Alors,
cette demande de radiation paraît totalement antinomique et contraire à l'esprit de la Convention de mise en état simplifié, mais on n'est pas à l'abri de quelqu'un d'une partie qui souhaite bénéficier de ces dispositions de l'article 524. Donc c'est pour ça qu'il faut alerter sur cet article 524, sur cette possibilité qu'il faut, pour moi, écarter, et donc ça c'est à vous de l'écarter ou pas. Si à l'issue de la convention, l'affaire est en état d'être jugée, on conseille de prévoir cette disposition afin que l'intimé renonce à solliciter la radiation du rôle au visa de l'article 524. Pourquoi? Puisque quand on informe la juridiction de la signature de la convention, il y a interruption des délais. Et comme il y a interruption des délais, pour l'intimé, il y a interruption de son délai pour conclure. Donc, l'intimé, normalement, qui est encadré pour solliciter cette radiation, il est encadré dans son délai pour conclure. Donc, normalement, la radiation, c'est au début de la mise en état judiciaire, au début ça c'est apparu après, depuis 2017, c'est apparu parce qu'au départ, on pouvait demander la radiation à n'importe quel moment, ce qui était choquant, une fois que le dossier était en état. Mais depuis 2017, la demande de radiation est encadrée. Mais avec cette mise en état conventionnelle, il ne faut pas qu'on se retrouve avec la situation d'avant 2017 et qu'une demande de radiation intervienne alors que le dossier est en état. Donc, prévoir cette possibilité de renoncer à la demande de radiation. Oui, là-dessus, je dirais que c'est une question un peu comment dire, de loyauté. C'est-à-dire, si vous estimez que votre adversaire n'a pas exécuté l'exécution provisoire et que ça justifie de demander une radiation, faites-le, c'est prévu par le code, c'est tout à fait normal, j'ai envie de dire. Simplement, si vous estimez que finalement, c'est pas si grave et que vous préférez poursuivre l'instruction du dossier et que vous décidez de le faire dans le cadre d'une convention d'instruction simplifiée, eh ben, le principe, c'est qu'on se met d'accord sur la mise en état du dossier, c'est pas que pour derrière, on fasse du dilatoire. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on propose, si vous avez décidé de passer outre en mettant en état le dossier, du coup, de renoncer à cette faculté à l'issue de la convention. Quelques petites remarques je sais pas, c'est pas une conclusion, mais quelques petites remarques pratico-pratiques. Quand vous avez l'obligation de part du RIN d'informer quand il y a un appel, d'informer votre confrère de l'existence de cet appel. Et je pense lors de cette information, il serait bon, si vous souhaitez proposer une telle mise en état simplifiée, de le faire à ce moment-là. Pourquoi? Ça permet justement de lancer le débat dès l'appel, d'éviter peut-être une fixation à bref délai qui va intervenir quand on relève du bref délai de droit et se retrouver un peu coincé avec des délais qui vont courir assez vite. Donc il y a cette possibilité lors de notre obligation d'informer notre confrère. Aussi, remarque pratique, l'avis d'orientation, et je me rappelle les avis des juridictions de la Cour d'appel de Grenoble. L'avis 905, malheureusement, ne parle, quand il y a l'orientation de l'affaire, que ce soit orientation en mise en état classique ou en procédure à bref délai. L'article 905 qui prévoit l'orientation de l'affaire ne parle malheureusement que de la PPME, de la procédure participative de mise en état. Mais par contre, il vise l'article 915-3 qui lui parle de la convention simplifiée. Et à Bordeaux, l'avis d'orientation a été mis à jour et évoque cette possibilité de signer une convention simplifiée. Donc là aussi, c'est une alerte auprès des confrères pour recourir à une telle convention. On me pose souvent la question, mais dans quel cadre? C'est quand même compliqué. Est-ce que c'est que les dossiers simples? Effectivement, dans quel cas on peut recourir à une convention de mise en état simplifiée? Quand on connaît bien son contradicteur, son confrère, ça peut valoir le coup, on peut tenter, mais pas que. Je pense que dans des dossiers même complexes, notamment des dossiers de construction, quand vous avez un dossier de construction où vous avez par exemple le maître de l'ouvrage qui fait appel dans la procédure de mise en état judiciaire, vous avez automatiquement tous les intimés qui vont conclure, que ce soit l'entreprise générale, que ce soit les sous-traitants, que ce soit les autres entreprises, avec une lourdeur tant pour le greffe que pour les parties, où tout le monde conclut en même temps alors qu'on n'est pas tous concernés. Je pense que la signature d'une convention permettrait d'organiser, de dire bah, moi je suis concerné par les conclusions de la plan
et après de se dire, ben, c'est à toi de conclure. Moi, je suis entreprise générale, je conclue en premier. Les sous-traitants concluront après, et d'organiser ce déroulé du dépôt des conclusions. Très bien, merci beaucoup pour ces éclairages. Et nous allons passer la parole à la Cour d'appel de Grenoble sans tarder. Monsieur le Premier Président, je vous vois à l'écran, vous avez la parole. Merci Madame la sous-directrice. Messieurs, je ne vois que des messieurs actuellement devant moi sur l'estrade. Mesdames, messieurs, en tous les cas qui m'écoutaient, je vous écoutais et je regardais en même temps les échanges sur la liste de discussion. Je suis d'accord avec vous, Madame la sous-directrice, pour dire que l'objectif, en tous les cas, ce qu'on y voit, nous, et ce qu'on comprend à Grenoble, et ce qu'on souhaite effectivement obtenir, c'est que les avocats se réapproprient la mise en état. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des incidences, parce qu'on considère que ça peut être le marchepied pour une autre procédure alternative de règlement des différends, et notamment de la médiation. Voilà, parce que on commence par des petits pas, et ensuite on va sur peut-être un dispositif plus intégré. Et donc, c'est aussi cette réflexion-là qui a inspiré nos premiers échanges avec les barreaux dans le cadre de l'expérimentation que vous nous avez proposé de mener sur la Cour d'appel de Grenoble. Donc, un petit peu pour répondre, un petit peu pour répondre à ce qui se dit, comment on ne veut pas en faire une usine à gaz. Hein, on veut essayer d'obtenir des avancées en la matière. Alors, à la suite donc de l'accord qui a été donné par à Madame la directrice, comment pour évidemment expérimenté à la Cour. On s'est réunis très rapidement à la Cour d'appel dès le 12 septembre, en y intégrant bien évidemment le greffe, puisque il y a la nécessité, comme on le rappelait tout à l'heure, effectivement, d'inviter les parties qu'ils ont la possibilité de signer une convention. Et ce que je peux dire, c'est que depuis le 5 octobre aussi, à la Cour d'appel, eh bien, dans les avis, on a bien cette mention qui apparaît. Il y a aussi pour le greffe, et j'y reviendrai plus, la nécessité évidemment de créer des événements dans WinCCA, qui reste notre outil, puisque à partir du moment où la signature de convention eh bien, interrompt les délais Magendie, il faut qu'on puisse nous aussi de notre côté suivre. Et puis, il faut aussi qu'on ait dans l'outil des rappels automatiques, puisque c'est le choix qu'on a fait, notamment lorsqu'on fait le bilan à 6 mois de la convention simplifiée qui était signée par les parties. Bon, je ne vais pas évidemment reprendre dans le détail tout ce qui a été dit à l'occasion de cette réunion avec les magistrats et le greffe, et à l'occasion d'une réunion qui a suivi avec les 5 barreaux du ressort, mais pour ensuite essayer d'aller assez rapidement, parce que je vois que l'heure tourne, sur le périmètre pour nous, en tous les cas de notre expérimentation, et puis le processus qui va être suivi. Alors le périmètre, lorsque j'avais échangé avec Madame Delno, l'idée peut-être au départ était de limiter le périmètre à une chambre ou quelques magistrats. C'est pas le choix qu'on a fait. Il est plutôt concernant les procédures. Voilà. Et dans un premier temps, on a considéré que nous allions plutôt, et c'est un échange aussi, je veux dire, en accord avec les bâtonniers et les représentants. Il y a des représentants des barreaux de la Cour d'appel de Grenoble qui participent à ce webinaire. Donc, on s'est entendu pour, premièrement, réserver au contentieux relevant de la procédure écrite ordinaire, et aussi dans un premier temps, mais on n'écarte rien, parce que ce sera plus simple à gérer pour les avocats vis-à-vis de leurs clients, les contentieux qui opposent 2 parties. C'est vrai que tout est possible, mais à partir du moment où une multiplication de parties, évidemment, c'est peut-être plus compliqué à gérer pour les avocats. Et puis aussi des contentieux simples. Alors, on a tout de suite vu que ça pouvait être le contentieux familial, ça pouvait être des actions en annulation d'assemblée générale de copropriétaires, des problèmes de loyers commerciaux, de concurrence déloyale et j'en passe. On a d'ailleurs invité
les avocats, à nous transmettre sous quinzaine, donc d'ici une petite semaine, une liste des contentieux qui se prêteraient bien à l'instruction conventionnelle. Voilà, donc ensuite, s'agissant du processus, donc j'en ai déjà parlé, lors de l'enrôlement, donc c'est un rappel que c'est désormais, c'est inscrit ainsi dans le Code de procédure civile, c'est que l'instruction conventionnelle, c'est la règle. M'attacherai, et les présidents d'ailleurs des juridictions, s'attacheront que il faut effectivement considérer que l'instruction du juge, c'est maintenant l'exception. On compte évidemment sur les avocats pour dire que même en cause d'appel, c'est les mêmes débats qu'on avait s'agissant de la médiation. Il y a toujours intérêt à s'entendre, il y a toujours intérêt à essayer de se médier parce que même si les parties considèrent que le litige est un peu cristallisé en cause d'appel, on a parfois des surprises. Et quand je vois, moi, et ça je parle plutôt aux collègues, que les taux de réformation en cours d'appel peuvent atteindre 20, voire 22%, on se dit que les parties doivent se dire que finalement, même si le premier juge a rendu une décision, en appel, c'est pas forcément gagné. Donc ça, c'est important de le rappeler. Donc dans l'avis, on va donc inviter les parties à signer une convention vis-à-vis des articles que je ne réponds pas. On va aussi leur demander d'informer sans délai le greffe de la chambre concernée de la signature d'une convention. Et ensuite, donc, on arrivera à la phase 2 qui est l'information du juge saisi. Donc, comme ça a déjà été dit, je n'invente rien, c'est la partie diligente qui va informer sans délai la juridiction par message RPVA de la signature d'une convention d'instruction conventionnelle simplifiée. Mais ensuite, il faudra une transmission sans délai de la Cour d'appel par RPVA de la convention de mise en état simplifiée signée par les parties. On est bien sur la convention et je suis ravi de voir que le CNB a prévu un modèle extrêmement large parce qu'effectivement, nous, ce qui nous intéressait, c'est d'avoir dès la transmission de la convention le calendrier de procédure de mise en état, parce que ça nous permettra de voir effectivement comment ça va être construit, et si notamment ça ne procède pas d'intention dilatoire, mais encore faut-il dire que là, il faudrait que les deux avocats soient d'accord, et on sait bien que le dilatoire ne profite pas souvent aux deux parties, mais peut-être plus à l'une. Donc voilà, on va partir du principe que ceux qui signent une convention d'instruction simplifiée, ont véritablement l'intention de progresser. Voilà. Et puis éventuellement l'accord sur la désignation d'un technicien. Voilà, donc on va arriver à ce qu'on appelle la phase 3. Ça sera l'ouverture d'une phase d'instruction conventionnelle qu'on va limiter, qu'on veut limiter à 6 mois. Voilà. Donc des réceptions de la convention, parce qu'on veut effectivement conserver de bons délais de traitement. Et c'est vrai que la problématique peut se poser différemment suivant les cours qui maîtrisent leurs délais ou moins, et éventuellement suivant les chambres qui maîtrisent leurs délais ou moins. Voilà. Donc des réceptions de la convention, donc on délivre, comme je vous l'ai dit, un avis aux parties. On invite les parties à transmettre pour cette date donc les conclusions. On indique aussi que le dossier sera renvoyé à une audience de mise en état fixée à 6 mois et on indique la date de clôture de la procédure qui est envisagée 15 jours après l'expiration du délai de 6 mois. Et puis, il y a aussi une indication de la date de plaidoirie avec la mention d'un audiencement prioritaire du dossier. Alors, prioritaire, là encore une fois, ça sera plus ou moins théorique suivant la situation de la chambre. Voilà. En cas d'incident,
de mise en état. Il y aura la saisine du conseiller de la mise en état dans les meilleurs délais par les parties, par transmission évidemment de conclusion d'incident par RPVA. Et en fait, nous allons traiter l'incident à l'audience d'incident la plus proche. Alors, suivant les chambres, il n'y a pas forcément la même organisation de la mise en état. Il peut y avoir une audience de mise en état mensuelle, il peut y en avoir plusieurs. En tous les cas, ce sera la plus rapprochée, la plus utile, à laquelle cet incident sera réglé. Enfin, dernière phase, c'est à l'expiration du délai de 6 mois d'instruction conventionnelle. Donc, le dossier sera rappelé. Les parties vont faire connaître au conseiller de la mise en état l'issue de l'instruction conventionnelle simplifiée. Donc là, deux hypothèses. L'affaire est en état d'être jugée. Donc, dans ces conditions, le CME rend une ordonnance de clôture, c'est-à-dire que généralement, ce sera un délai à peu près de 15 jours, on s'est entendu sur ce délai après l'expiration du délai de 6 mois. Et puis, le dossier sera rappelé à l'audience de plaidoirie. Et là, on trouve effectivement un intérêt à communiquer aux parties le fait qu'on confirme la date de plaidoirie. Je pense que pour les parties à un procès, le fait de savoir que c'est clôturé, que ce sera plaidé à telle date, évidemment, c'est rassurant. Alors, certains pourront dire, mais si on n'a pas la possibilité de juger très rapidement, c'est quand même un avantage, hein, et les parties peuvent quand même se projeter. Ils savent à quelle date ce sera audiencé, et en tout état de cause, dans notre cours, on a encore des délais raisonnables et on s'est engagé à respecter des créneaux qui font s'ajouter aux créneaux des circuits courts. Voilà, donc on aura de toute façon un avantage pour ceux qui signeront cette convention d'instruction conventionnelle, parce que ils ont vocation à voir leur affaire plaider, traiter avant les autres, examiner avant les autres. Voilà, si évidemment l'affaire n'est pas en état d'être jugée, on va avoir évidemment une transmission par RPV aux parties d'un avis du greffe qui matérialise évidemment la reprise de l'instruction judiciaire. On a de nouveau, il y a les délais Magendie qui vont reprendre. Alors ils n'ont pas été suspendus, hein, c'était une interruption, donc ils reprennent. Ils reprennent à compter de 0, on va dire, à compter donc de la date de l'avis du greffe, hein, qui matérialise la reprise de l'instruction judiciaire. Et puis là, je veux dire qu'il faut qu'on avance un petit peu dans notre réflexion pour savoir si notre instruction sera un peu plus resserrée. Alors, encore une fois, on repart avec deux délais de 3 mois hein, pour obtenir les conclusions, mais par la suite, est-ce qu'il ne faudra pas, mais ça je veux dire, on n'a encore pas réfléchi avec les collègues, est-ce qu'il ne faudra pas resserrer un peu l'instruction conventionnelle, sachant que, finalement, cette instruction qui a pas obtenu les objectifs fixés, doit ou non être considéré, et ça c'est tout un débat aussi, c'est du temps perdu. Voilà. Donc, moi je fais la balance un petit peu coût-avantage, hein. Je vois que d'un côté, on a encore un processus qui peut être un premier pas vers autre chose que de la convention, comme vous l'avez dit, parce que c'est très très large. Donc là, c'est un objectif d'avoir une offre de justice un peu plus diversifiée, de permettre aux parties de se réapproprier la convention et aussi aux parties de considérer qu'on les écoute davantage. Et si jamais on a perdu un petit peu de temps, je dois dire que néanmoins, à la cour, les délais sont toujours un petit peu plus longs et on aura bien la possibilité de retrouver dans la période qui va se poursuivre après les délais qu'on aurait perdus. Mais encore une fois, même si la convention ne permet pas d'obtenir les objectifs, il y a toujours un intérêt pour les parties à se parler. Et même si ça ne se voit pas forcément, peut-être que
en tous les cas, dans les relations entre les avocats, les relations entre les parties, on obtiendra quand même un petit quelque chose. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'état de notre réflexion et bien évidemment, ce webinaire extrêmement intéressant et notamment tous les débats, hein, et les questions juridiques qui ont été posées parce qu'il faut qu'on se les pose et ça va nous permettre de continuer à travailler ensemble avec les avocats du barreau de la Cour d'appel. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, d'avoir en particulier insisté sur le lien entre instruction conventionnelle et mode amiable de règlement des différends, et également d'avoir mis en avant l'enjeu de prévisibilité pour les parties à recourir à cette instruction conventionnelle, donc avec des réflexions qui concernent également l'appel. Merci encore pour ce partage de l'organisation que vous allez mettre en place dans les prochains mois. Quelques questions qui nous ont été posées et qu'on pourrait aborder dans les quelques minutes qui nous... Donc, on va essayer de faire bref. Je ne vais pas pouvoir reprendre toutes les questions parce qu'il y en a eu pas mal dans le chat. Il y a une première question sur est-ce que c'est le Conseil de la mise en état qui fait office de juge d'appui? Oui, ça dépend s'il y a un conseil de la mise en état, mais le principe, c'est que c'est le cas quand on a une procédure avec mise en état. Surtout le juge n'est pas dessaisi, c'est l'article Oui, 129-3, c'est ça. deuxièmement, le juge n'est pas dessaisi, donc tout incident relève soit du juge au fond, soit du juge de la C'est mise en ça. état. Bon, après, vous savez, les brefs délais, etc., il n'y a pas forcément de conseil de la mise en Oui. état. Donc voilà, quand il y a un conseil de la mise en état, ce sera lui qui fera ce travail. D'autres questions qui portaient plus sur le calendrier et les modalités d'échange, notamment est-ce que les conclusions qui sont échangées dans le cadre de cette mesure doivent être faites par RPVA? Est-ce qu'elles doivent être communiquées au juge au fur et à mesure, etc. Le principe, c'est que c'est votre convention qui organise les échanges. Donc, vous pouvez tout à fait prévoir que ce sera un simple échange par mail. Et de la même façon, il n'y a aucune obligation de l'envoyer au juge, et je dirais, c'est même pas l'esprit. C'est-à-dire, l'esprit, c'est que vous le faites entre vous, et après, vous arrivez en disant, ben voilà le résultat de notre travail au juge, vous lui remettez les dernières conclusions. Après, vous pouvez le faire au fur et à mesure si vous le souhaitez, mais je vous dis, c'est pas l'esprit. Mais la sécurité, on a quand même un outil performant qui est le RPVA, qui prévoit la notification entre avocats. Et moi, je conseille la notification entre avocats qui permet d'avoir une trace et une preuve. Voilà. Après, il y avait d'autres questions. Est-ce qu'il y a un délai pour que le juge reprenne la main s'il estime que la convention porte atteinte au droit à un procès équitable ou au principe directeur? Non, il n'y a pas de délai. Et le cas échéant, est-ce qu'il y a un effet sur l'interruption des délais? Ben, non, parce que vous avez interrompu les délais en notifiant au juge le fait que vous avez recours à cette convention. Et c'est à partir de son avis comme quoi il reprend une instruction judiciaire que les délais reprennent. Donc là-dessus, il n'y a pas de... Du point de vue délai, il n'y a pas de difficulté. Enfin, vous avez la même lecture ou... Oui. Ouais. Oui, alors il y a juste toujours la question du délai de péremption de 2 ans, effectivement, mais voilà. Voilà, effectivement. Est-ce que le recours au médiateur peut être prévu? Oui, il n'y a rien qui interdit dans votre convention de prévoir le recours à un médiateur. Vous pouvez même l'intégrer dans votre calendrier. Est-ce qu'on peut organiser l'exécution provisoire? Pourquoi pas? Enfin, sur les modalités, les délais de paiement, d'exécution par rapport à l'exécution provisoire. Après, est-ce qu'il y a besoin de le mettre dans cette convention? Pas forcément, mais je ne vois pas ce qui est interdit de le prévoir dans cette convention. Euh, Autre question, et là, c'est peut-être pour renvoyer la balle à la chancellerie. Est-ce qu'on peut le prévoir avec le ministère public dans de contentieux de la nationalité? Alors, c'est intéressant. Donc, la chancellerie considère effectivement, on peut le faire avec des institutionnels, etc. Et peut-être que du coup, ce sera une orientation qui pourrait être donnée au parquet civil pour essayer de promouvoir cet instrument s'il s'agit s'il y a une volonté politique de le faire. Voilà. Est-ce que le juge peut demander des observations en fonction des conclusions échangées? Ben oui, le juge a toujours la main et même l'obligation, parce que le juge a l'obligation d'appliquer le droit. Donc, si à un moment il y a une question de droit ou une mauvaise application du droit qui n'a pas été débattue, ben, le juge, en fait, il sera forcé d'appliquer le droit. Donc, effectivement, il pourra recueillir les observations des parties sur tel point ou tel point. Je dirais la seule entre guillemets exception, c'est si vous avez décidé de circonscrire le débat à certaines questions particulières où du coup le juge, a priori, ne pourra pas le rétendre à des questions qui auront été exclues par les parties.
Une autre question qui a été posée sur la capacité du greffe à suivre les calendriers. Euh, je dirais attention, le greffe n'a pas à suivre les calendriers sur le respect des obligations qui sont conclues dans la Convention. Par contre, effectivement, s'il y a un terme qui est prévu dans la Convention, le greffe devra suivre ce délai. Après, sur les capacités opérationnelles, c'est plutôt la DSS qui a les moyens, mais de mémoire, on peut programmer un événement dans Wincy. Oui, ok. Quid des appels provoqués? Ben, on va l'a dit tout à l'heure, les conditions auxquelles les délais Magendie étaient interrompus, y compris les délais par rapport aux appels provoqués. Euh, Oui. Ouais. Peut-être dans la question de l'appel provoqué, la difficulté, c'est l'intervention la mise en cause d'une partie qui n'a pas été intimée initialement. Et là, elle ne sera pas partie à la convention. Donc là, sauf à avoir un avenant avec la partie qui est appelée, pour moi, ça met fin à la convention quand on souhaite appeler cette partie, que ce soit une intervention forcée ou un appel provoqué. Effectivement, c'est la limite de cette convention. Et puis, il y a une dernière question qui revenait beaucoup, c'était la question de l'AGI et du surcoût. Donc effectivement, il n'y a pas d'UV qui sont prévus à date pour cette convention. Donc ça, c'est... Juste pour préciser ce point-là, on l'a bien identifié côté des ACS, mais donc c'est un point qu'on a identifié pour lequel on a sollicité des évolutions qui ne dépendent pas de la Direction des Affaires civiles et du Sceau, mais d'autres services du ministère. Mais c'est bien un point sur lequel on pense qu'il est important d'évoluer. Et donc, effectivement, de pouvoir créer des UV sur ce point-là. C'est une question qui n'est pas spécifique à l'appel, mais qui concerne aussi la première instance et qui nous a déjà été posée à l'occasion des précédents webinaires. On n'a pas attendu les webinaires pour se poser la question et anticiper cette difficulté, mais en l'état, il n'y a pas d'UV, effectivement. Et puis d'autres questions par rapport au surcoût qui était engendré. Alors, je dirais, il faut voir, ça dépend, ça dépasse. Il y a des dossiers où ce sera peut-être on met du temps à rédiger, etc. Ce sera peut-être, si vous faites des trucs complexes, peut-être que ce sera un surcoût important, une charge de travail importante. Il y a d'autres cas où peut-être que la charge de travail sera faible et par rapport au délai pour avoir des honoraires de résultats, etc., économiquement, vous y retrouverez. Par ailleurs, si on accélère la mise en état du dossier, ça évite des dossiers qui dorment. Donc, je dirais même économiquement pour le cabinet, le coût est pas forcément, parfois peut être amorti. Et enfin, il y avait quelques questions sur le fait que certaines juridictions de délai très court, donc on n'aurait pas forcément intérêt à conclure des conventions de mise en état. Je dirais oui et non, parce que déjà, conclure des conventions, ça peut vous éviter les sanctions du délai Magendie pendant la convention. Après, il faudra juste transmettre vos conclusions, mais ça peut vous éviter des frayeurs. Et puis, on peut aussi avoir des hypothèses de dossiers complexes où finalement, en fait, les délais d'audiencement sont trop courts. Peut-être que dans certains cas, avec les délais à marche forcée, vous avez besoin d'un peu plus de temps ou de plus de rythme d'échange. Et ça, vous pouvez aussi le prévoir dans la convention. Donc, et puis, il y a tous les autres outils dont on vous a parlé. Donc, je dirais, tous les dossiers ne s'y prêteront pas forcément. En fonction de vos pratiques, vous y aurez recours ou pas. Mais je dirais, on peut trouver un intérêt à cette convention, je dirais, dans à peu près toutes les situations, en fonction de ce qu'on y voit et de ce qu'on y prévoit. Et oui, une question qui vient d'arriver. A-t-on l'assurance que les juridictions ne radieront pas les dossiers dans lesquels une convention sera signée? Le juge ne peut pas radier parce que vous avez signé une convention. Hein. C'est pas le principe. Donc, écrit que le juge restait saisi du dossier. Donc, pour le coup, cette disposition, elle empêche qu'il radie. Enfin, il respecterait pas, pour le coup, le cadrage sur ce qu'on attend du juge qui reste saisi de l'affaire. Donc, c'était un peu le tour des questions. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Et donc, comme je vous l'ai dit, on va vous envoyer tous les modèles et tous les webinaires enregistrés par mail. Donc, vous aurez tout ça entre les mains. Et puis, je dirais qu'il y a une espèce de clause de renvoyure, c'est-à-dire qu'effectivement, on fera évoluer les modèles pour vous envoyer des modèles avec plus d'options, etc., quand on aura fait les développements techniques. Et puis après,
je ne sais pas quand, peut-être dans 6 mois, peut-être dans un an, on fera sans doute un webinaire retour pour faire un état des lieux de ce qui a été fait, des idées qui sont revenues, des difficultés qui se sont posées pour pouvoir du coup refaire un point sur cet outil. Voilà, je vous remercie.